Pendant longtemps, on a trouvé que c'était un impensé dans le discours politique de Manuel Valls, l'Europe. Finalement, dans son programme, l'Europe tient une bonne place. En tout cas, elle occupe le premier chapitre de son programme. Et du coup, on a eu envie d'en savoir un petit peu plus sur voilà, son positionnement sur les questions économiques et budgétaires européennes. On se souvient notamment que... à l'été 2014, lorsque Arnaud Montebourg quitte le gouvernement, c'est justement sur un désaccord de fond sur la politique budgétaire européenne. Montebourg était alors favorable enfin, il souhaitait monter au créneau face à l'austérité prônée par l'Allemagne, tandis que Manuel Valls et d'autres adoptaient plutôt profil bas sur ces questions. Et se sont donc coulés dans le moule de la rigueur allemande. Alors aujourd'hui, Valls, candidat à la candidature, est-ce qu'il a changé à ce niveau-là? Dans son programme, il défend une politique d'investissement massif au niveau européen. C'est vrai que là, on a du mal à le croire quand on voit que, justement, ce gouvernement dont il a fait partie pendant 5 ans a précisément épousé l'austérité allemande sans jamais, finalement, apporter le soutien qui était attendu du côté de la Grèce et sans construire ce rapport de force qui était quand même attendu par les forces de gauche en Europe et notamment en Europe du Sud, avec l'Italie, la Grèce, le Portugal. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de Manuel Valls au niveau européen? Et j'ajoute, on ne touche pas aux 3% et on ne touche pas au traité. Hein. Voici un alter européen tout nouveau. D'abord, la première annonce, si je puis dire, de Manuel Valls sur la question européenne, c'est de dire qu'il faut suspendre l'élargissement. Et il faut suspendre l'élargissement pour consolider des bases, et notamment des bases sociales. Il a notamment évoqué la question du revenu minimum au niveau européen, avec les écarts considérables que l'on connaît, tout en expliquant qu'on aurait du mal à créer une Europe solide si de tels écarts perduraient. La deuxième chose qui va sans doute faire débat, il s'en expliquera dans les prochains jours, demain soir, mais aussi lors des débats télévisés, c'est sa position sur le fait qu'aujourd'hui, il estime que la Turquie ne doit pas entrer dans l'Union européenne. Donc on dit qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté dans ce que peut dire Manuel Valls. Je crois qu'au contraire, il y a une vision de l'Europe qui est forte. C'est pas pour rien que son programme commence par cela, parce qu'il croit d'abord et avant tout à l'Europe de l'investissement et de la solidarité. Et il ne dit à aucun moment il y a dissociation entre le fait de créer des dynamiques économiques au sein de l'Union européenne et créer des solidarités, y compris nouvelles, au sein de ce même espace. Et je crois que c'est un élément qui est important, et c'est un élément aussi qui est important au niveau de la jeunesse, parce que les questions de mobilité sont fondamentales, et que de son programme, de manière générale, de cette vision générale, l'Europe va considérablement participer, parce qu'on ne peut pas passer au-delà de cet aspect-là qui est vraiment très important sur la politique de relance, est-ce que Manuel Valls va aller dans la suite de ce qu'a mis en place Angela Merkel, qui est vraiment une Europe de l'austérité, ou est-ce qu'au contraire, on va vraiment avoir une relance, avec une relance des investissements? Je crois qu'il a déjà posé un certain nombre d'actes. Un certain nombre d'actes à la fois par les propositions, et Cindy a eu raison de rappeler les propositions qui sont les siennes. Il a aussi ajouté qu'il souhaitait proposer et faire en sorte que l'Europe se protège son industrie, et notamment puisse taxer avec des barrières douanières aux frontières de l'Europe les produits qui entreraient en Europe sans respecter aucune des normes sociales ou environnementales. Il dit que l'Europe doit effectivement mettre en place un plan de relance massif qui aille plus loin que le plan Juncker, qui, il faut le rappeler, avait été négocié par la France avec l'Allemagne après l'épisode du TSC. Qui est un plan quand même très très modeste de 300 milliards d'euros et qui consistait surtout en la mobilisation de fonds déjà existants. 300 milliards d'euros, vous pardonnez, mais ça à l'époque, la France quand même militait pour un plan de 1200 milliards d'euros qu'elle a vite oublié. Et je pense qu'il faut aller plus loin, et il veut aller plus loin. Par contre, dans la question que vous avez posée initialement, je pense qu'il y a une injustice. Lorsque vous dites que Manuel Valls et finalement l'ensemble du gouvernement, parce que sur les questions européennes et les questions internationales, on sait que le président de la République, l'intégralité du gouvernement sont solidaires de ces questions-là, se seraient moulés dans l'austérité allemande et n'auraient pas apporté le soutien nécessaire à Tsipras. Je pense qu'il faut aussi se rappeler de l'épisode de la crise grecque et des négociations extrêmement difficiles entre la Commission et en particulier l'Allemagne avec Alexis Tsipras. S'il n'y avait pas eu la France, s'il n'y avait pas eu l'Italie, s'il n'y avait pas eu un certain nombre de pays du Sud, et notamment de mémoire le Portugal, pour s'opposer, faire front et défendre à la fois le maintien de la Grèce dans la zone euro et le fait qu'il fallait aménager
les conditions dans lesquelles les Grecs étaient amenés à rembourser, la Grèce serait très certainement sortie et connaîtrait aujourd'hui une situation 1000 fois plus compliquée. J'ai malheureusement pas tout à fait la même lecture que vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a intriguée dans le programme de Manuel Valls. Je vais le citer, en fait, il parle de l'Europe différenciée. Il dit « L'Europe différenciée, fondée sur différents cercles, doit cesser d'être un tabou. L'Europe, ce n'est pas l'uniformité, c'est le respect des aspirations des uns comme des autres. » En clair, c'est quoi? C'est une Europe à 2 vitesses, à 3 vitesses? C'est ce qu'il a toujours défendu. Et il faut se rappeler des positions qui étaient les siennes lorsqu'il a mené campagne en interne en 2004 à propos du traité européen, lorsqu'il avait défendu le non avant de se rallier, fidèle d'ailleurs à sa méthode et à son positionnement vis-à-vis des délibérations collectives au résultat du référendum interne qui avait été favorable au oui. Il avait toujours dit que le niveau d'intégration en Europe pouvait être différencié, qu'on pouvait avoir une Europe avec un noyau dur qui avance en termes d'intégration plus vite que le reste de l'Union européenne, et c'est encore plus vrai dans une Europe à presque 30 pays comme Et du coup, la Grèce, elle fait partie de quel cercle? La Grèce, aujourd'hui, d'abord devrait peut-être à eux qu'on devrait leur poser la question, en termes de volonté d'intégration, ça serait la première façon de respecter leur souveraineté, et il est, à mon sens en tout cas, mais c'est aussi un avis personnel, bien évident que si on allait vers une intégration fiscale et sociale plus poussée pour un certain nombre de pays, les différences de développement et les difficultés rencontrées par la Grèce aujourd'hui rendraient certainement compliquée leur intégration à un premier cercle. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des différences qui sont importantes. Mais c'est d'abord aux Grecs qu'il faudrait poser la question. Une question, Amélie? J'ai encore une question, s'il nous reste quelques minutes, sur l'aspect des réfugiés, hein, qui est vraiment une question centrale aujourd'hui pour l'Union européenne. Pour le monde, même. C'est le plus grand exode depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Alors, on se rappelle l'année dernière Manuel Valls à Munich, hein, qui s'opposait à la politique d'accueil d'Angela Merkel, et en disant, je cite, « Je suis venu faire passer un message d'efficacité. L'Europe ne peut accueillir davantage de réfugiés. » D'efficacité et de fermeté, citation complète. Et effectivement, il ajoutait que la politique d'Angela Merkel d'ouverture des frontières n'était pas tenable dans la durée. Dans le programme, en revanche, il écrit qu'il faut garantir le droit d'asile en Europe. Alors finalement, c'est quoi la politique de Manuel Valls en matière, enfin en tout cas ce qu'il propose en matière d'accueil des réfugiés en Europe aujourd'hui? Je voudrais insister sur cette question qui est un peu le refrain de notre questionnement. La politique, vous l'avez dit, c'est aussi des mots. Vous parliez de Bourdieu. C'est un discours, c'est une pédagogie faite au pays. Jusqu'à son programme hier, pour nous, citoyens, Manuel Valls sur l'Europe, c'est l'homme qui ne défend pas l'idéal européen. Au moment où Angela Merkel le défend face à cette crise, fait la pédagogie, y compris contre sa majorité conservatrice, de l'accueil, de la solidarité, de ce geste élémentaire par rapport à des populations dont on doit être solidaire. Celui qui fait ce qui restera comme le discours de Munich, c'est Manuel Valls, et qui dit non, on ne doit pas. Alors que déjà, à l'époque, nous recevions, nous, ici en France, presque rien. Et toujours pas grand-chose au regard de Et toujours pas grand-chose aujourd'hui par rapport à l'effort qui a été fait par le peuple allemand. Je crois qu'il faut reprendre l'intégralité de la déclaration de Manuel Valls à Munich. Il a salué par ailleurs le travail et les efforts qui avaient été faits par l'Allemagne à ce moment-là. On ne peut pas non plus l'évacuer. Un diplomate allemand, vous imaginez un ministre allemand critiquant en France la politique de François Hollande. C'est comme ça que ça a été ressenti. Hein, il a par ailleurs été... Je crois qu'il a été... Ce qu'ils ont fait sur les questions budgétaires, par ailleurs. Oui, au passage. Mais pas en France, directement. Pardon, allez-y. Et sur l'accueil en France, il a quand même été... compris dans la pédagogie, il faut le rappeler, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame sur les personnes qui étaient accueillies, de rappeler qui elles étaient, l'enfer qu'elles étaient en train de fuir. C'est lui qui a mobilisé les préfets à un moment donné pour trouver des solutions d'accueil, en disant qu'il fallait que la France prenne sa part. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, Manuel Valls soit, l'ennemi du droit d'asile. Je crois qu'au contraire, il est celui qui a réaffirmé que l'asile était un statut en tant que tel qui répondait à une réalité. Et de ce point de vue-là, sur la question de comment on répond au Front National, Manuel Valls a répondu sur cette question. Et je crois qu'il a été très clair sur les situations, notamment les situations des femmes qui ont pu fuir ces endroits-là pour être accueillies dignement en France. Et il s'est employé, notamment au niveau de la mobilisation, encore une fois,
des préfectures à ce que, au mieux, et je ne dis pas que la situation est parfaite, loin de là, mais qu'au mieux, on trouve des situations d'urgence pour faire face à une situation, comme vous le disiez, qui est tout à fait exceptionnelle et qui mérite un traitement exceptionnel. Sur le même sujet. Et par ailleurs, c'est aussi Manuel Valls, qui est ministre de l'Intérieur puis Premier ministre, fait voter la loi qui réforme les conditions dans lesquelles on peut obtenir le droit d'asile en France, fait en sorte que les délais de traitement des dossiers par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides soient diminués et même limités de manière légale pour faire en sorte que des familles, des hommes, des femmes qui sont accueillis indépendamment d'ailleurs du phénomène migratoire massif que l'on connaît lié à la situation au Moyen-Orient soient mieux accueillis et ne soient pas condamnés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à attendre, comme c'était le cas parfois avant, 18 ou 24 mois dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et c'est aussi le Premier ministre qui fait en sorte que l'OFPRA ait plus de moyens pour accueillir les réfugiés sur le territoire. Et c'est encore le Premier ministre qui fait en sorte que les communes soient accompagnées à hauteur de 1 000 € par place créée, de manière à ce que les communes volontaires puissent accueillir sur leur territoire et mettre en place les structures d'hébergement. Donc il a un discours qui consiste à dire que chaque pays en Europe doit prendre sa part, que l'effort doit être réparti, discours que les élus locaux comprennent. Je suis aussi président d'une association de maires de petites villes, de 2500 à 25 000 habitants. L'immense majorité de nos adhérents, ils sont 1200, étaient favorables à l'accueil, à condition que ce soit un accueil qui puisse être maîtrisé en nombre, qui puisse être réparti et qui puisse tenir compte aussi des efforts et des sollicitations déjà demandées à un certain nombre de communes qui, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, accueillent déjà sur leur territoire des centres d'accueil de demandeurs d'asile, des hébergements d'urgence, de manière à ce que la répartition de l'effort soit la plus équitable possible. Et c'est aussi cela la méthode de Manuel Valls. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même avoir l'effort qui a été fait par l'Allemagne, par l'Italie, on l'a beaucoup documenté dans des reportages d'Amélie Poinceau, de Karine Fouteau, et l'effort bien plus minime qui a été fait par l'État français, l'accord qui a été fait au niveau européen, tendant la main à M. Erdogan, en lui disant « on va te laisser tranquille pour que tu les gardes bien chez toi », et on voit la suite avec le cours autoritaire de ce régime, est-ce que vous ne vous dites pas, vous, quand même, dans le bilan, dans ce qu'il faut revisiter, puisque vous dites qu'il faut revisiter des choses, que la France, au niveau de ses valeurs, qui se dit le pays des droits de l'homme, n'aura été que là, que le pays de la déclaration des droits de l'homme. Elle ne l'aura pas mis assez en pratique. Je ne pense pas qu'on puisse faire porter au seul Manuel Valls la responsabilité... Je n'ai pas cité son nom, je vous parlais du bilan de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur la question des réfugiés. C'est un accord collectif qui a été passé avec la Turquie et tous les pays européens l'ont validé à l'occasion de cette discussion-là. La France a fait ce qu'elle avait à faire et elle l'a fait en fonction des populations, en tout cas des réfugiés qui arrivaient sur son territoire. Ils sont nettement plus nombreux à être arrivés en Allemagne et en Italie, y compris sur les côtes italiennes, dans des conditions absolument dramatiques. Et là où la responsabilité de la France peut être interrogée, parce que vous le faites là, c'est à mon avis la responsabilité de l'Europe qui devrait être interrogée. Parce que l'Europe, et pas seulement la France, a aussi laissé pendant très longtemps l'Italie seule face à une déferlante, une arrivée massive et dramatique. Et encore, j'allais dire, pour ceux qui arrivaient, parce que malheureusement, beaucoup ne sont pas arrivés non plus. Et là, ce n'est pas forcément la France qu'on doit interroger, c'est l'Europe. Qu'a fait l'Europe, jusqu'à il y a peu, pour faire en sorte que l'Italie ne soit pas seule face à un tel afflux ? La Grèce. Et la Grèce. Merci Amélie.